Réflexion socio-économique 2. Les incidences de la minuté. En scrutant la réalité objective permanente et universelle, noyée sous la surface d'apparences historiques pour le moins déformantes, il est possible de se libérer des us et coutumes de toute société contingente pour comprendre que la minuté, en tant qu'expression de vie humaine plus ou moins volontairement dépensée, investie ou sacrifiée, constitue la seule mesure fiable et constante de toutes les actions individuelles ou collectives ayant pour but de transformer le monde pour un mieux-être socio-économique, ainsi que conséquemment culturel et politique. Cette recherche naturelle et légitime de sécurité, de confort et de bonheur pousse les humains à aménager sans cesse leur environnement pour le meilleur et pour le pire, au gré d'idéaux partagés ou de maints abus comportementaux selon le cas, pour aboutir à la construction de sociétés qui, à la façon d'une tour hautaine faussée par des fondations imparfaites, finissent par s'effondrer de la triste manière que l'on sait. Or, l'idéal irrépressible qui suscite chaque nouveau chantier sociétal n'est autre que le besoin de tempérance et d'équilibre sans lesquels toute construction s'avère vouée à l'échec, et la prise en compte de la minuté devrait autoriser un progrès sans précédent dans la connaissance des conditions socio-économiques d'un optimum aussi vital pour la paix sociale que pour le respect urgent de notre environnement planétaire. 1. La valeur objective individuelle. L'individu étant de fait l'élément de base de la société, de par la liberté d'initiative que sa propre intelligence garantit en dépit de tous les conditionnements culturels dont il peut faire l'objet, il est ici logique de considérer que toute personne adulte, c'est-à-dire physiquement mature et suffisamment autonome du point de vue mental, constitue le premier acteur socio-économique, tandis que son capital personnel naturel et objectif n'est autre que le temps total de vie dont cette personne pourra disposer afin de l'appliquer à telle ou telle activité, que cette dernière soit librement choisie ou plus ou moins imposée par autrui. Malgré toutes les apparences de valeur sociale relativisées ou de compétences innées fort variables mentionnées au chapitre précédent, et aussi surprenant que cela puisse paraître, la valeur socio-économique objective de chaque citoyen est constamment la même et se résume au nombre de minutés effectivement disponibles dans une journée de 24 heures, selon les critères de la communauté humaine dont il fait partie, tandis que ces mœurs se trouvent elles-mêmes tributaires de conditions historiques, géographiques et même culturelles plus ou moins favorables au développement de la productivité matérielle des minutés disponibles, en particulier en fonction du progrès technique. Notons ici que selon les époques de notre histoire humaine et les civilisations que des conditions géographiques et climatiques peuvent différencier, la définition sociale de ce qui est nécessaire ou superflu varie inévitablement, y compris concernant la prise en compte socio-économique de tel ou tel rôle individuel. Par exemple, la notion de foyer peut strictement correspondre à tout individu adulte, mais aussi inclure le statut de couple ou de famille, voire de tribu, induisant alors la prise en compte ou la définition d'un revenu unique, d'un double revenu ou de revenus multiples s'agissant des personnes actives, voire jusqu'à la possibilité de considérer le rôle parental comme une fonction sociale essentielle justifiant un salaire ou une allocation. Ces choix éthiques, infiniment évolutifs, peuvent être parfaitement pris en compte via une description minutaire des relations humaines, à condition toutefois d'entendre cet adjectif usuellement juridique dans sa nouvelle acception de calcul en minuté et non plus d'authenticité d'actes notariés, ce qui sera désormais le cas dans ces pages. Pour ce qui concerne chaque activité habituelle impliquant un revenu socialement défini et peu ou prou exprimable en argent, quelle que soit la valeur toujours relative de la monnaie utilisée, la première conséquence de l'approche minutaire est de révéler l'égalité universelle et constante de chacun des êtres humains, passés, présents et à venir, indépendamment des immenses progrès autorisés par les sciences et de leurs conséquences spectaculaires sur les techniques appliquées et la productivité du travail qui en découle. Cela revient à dire, par exemple, qu'une journée de balayage et de nettoyage d'un technicien de surface a dans l'absolu la même valeur objective qu'une journée d'enseignant, d'ingénieur ou même de chef d'entreprise, tandis que les différences qui caractérisent les revenus historiquement justifiés et observables de ces métiers ne sont que de nature subjective, culturelle et donc relative.
De plus, si la nécessité d'entretenir la propreté de tel ou tel lieu est ressentie par la communauté, voire par n'importe lequel de ses membres, l'utilité des efforts impliqués par cette tâche revêt la même importance quelle que soit la personne qui l'accomplit, et la dépense énergétique qui lui correspond en termes de sacrifice de temps de vie est nécessairement équivalente à celle de toute autre activité professionnelle de même durée. Les différences d'évaluation historiquement nécessaires ou superflues sont des plus trompeuses dans la mesure où tous les rôles pourraient être échangés sans difficulté par le biais de la naissance, de l'éducation et de la formation que chaque emploi présuppose. Autrement dit, les variations individuelles ressenties, ainsi que les jugements de valeur qui hiérarchisent l'ensemble des professions et autres fonctions, sont subjectivement interprétés selon des circonstances culturelles très variables qui occultent, de fait, l'égalité naturelle de tous les êtres humains, sinon même de tous les êtres vivants. Par exemple, concernant l'échelle interindividuelle, il est usuel de penser que toute tâche déléguée à autrui serait plus efficacement accomplie par soi-même, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de fonctions subalternes demandant très peu de qualifications. Quand une personne aisée fait occasionnellement son ménage, elle se considère souvent plus efficace que sa femme de ménage habituelle, parce que l'ardeur possible à titre exceptionnel, a fortiori dans l'urgence, et pour soi-même n'a rien de commun avec l'endurance et la fatigue que suppose la même dépense physique à longueur de journée. C'est ainsi que l'on en vient à nourrir un préjugé négatif, en considérant les fournisseurs d'efforts physiques basiques comme de soi-disant paresseux, à l'instar d'un célèbre duo de comiques parodiant des employés municipaux. En réalité, chaque métier revêt sa propre pénibilité, et dès lors qu'il faut l'accomplir dans la durée de façon systématique, voire monotone, la productivité moyenne s'avère aussitôt équivalente d'une personne à l'autre et parfaitement mesurable en minutée de façon scientifique et objective, comme c'est le cas dans toute entreprise afin d'optimiser l'usage d'un temps jugé de plus en plus précieux, ne serait-ce qu'en termes de coût salarial. Les notions essentielles de productivité moyenne et de pénibilité seront largement développées dans un chapitre ultérieur. Mais notons ici qu'en termes absolus, l'utilité et la valeur socio-économique objective de toute production individuelle de biens ou de services ne dépendent en aucun cas de la personne physique concrètement impliquée, tandis que, concernant la hiérarchisation des rôles et autres revenus afférents, les différences culturellement autorisées se fondent sur des impressions de compétences plus ou moins démontrées, dont les critères sont en grande partie subjectifs. À tel point qu'avec une même devise européenne, par exemple, les enseignants allemands se trouvent 2 fois mieux payés et donc considérés que leurs homologues français. L'utilité commune, aussi pratique que sociale, de tout métier ou de toute fonction, est donc universellement identique d'une personne à l'autre du point de vue objectif, en termes de valeurs socio-économiques inhérentes à chaque existence individuelle, ce qui revient à dire ici que l'expression de cette participation concrète au bien-être et au progrès collectif, via le travail et son résultat sous forme de salaire, de produits ou de services, revêt une valeur minutaire constante et identique en toute période et en tout lieu. Les seules différences observables proviennent nécessairement des contextes géographiques et historiques, dont l'effet est d'une part de hiérarchiser les rôles socio-économiques, culturels et politiques au sein de chaque population concernée, et d'autre part de faire évoluer le développement matériel de la civilisation humaine grâce au progrès de la connaissance via les conséquences des innovations techniques et organisationnelles sur la productivité et la relativisation subséquente de la rareté. L'universalité de cette égalité naturelle est tout aussi observable à travers le temps, démontrant que la valeur minutaire objective d'un simple serf médiéval ou d'un compagnon bâtisseur de cathédrale est identique à chaque minute de travail vécue par nos contemporains, dans la mesure logique où, placés dans les mêmes conditions culturelles et techniques, nous ne saurions faire ni plus ni mieux que nos ancêtres. Le chantier médiéval du château de Guédelon en est encore pour longtemps la preuve originale et quotidienne. Tandis que si l'on prétend reconstruire Notre-Dame de Paris à l'identique, stricto sensu, il faudra engloutir des fortunes en travail de compagnonnage hautement qualifié, sans compter le nombre d'artisans à impliquer sur un tel chantier, et surtout le temps que suppose la faible productivité de chacun des emplois concernés. La recherche de matériaux de base
devenue quasiment introuvable, ainsi que la maturation préalable du bois de la nouvelle charpente qui suppose plusieurs décennies. La restauration de cette cathédrale ne pourra donc respecter son ambitieux délai qu'en utilisant des méthodes de travail, outils et autres matériaux fort différents de ce qui permit la construction de ce chef-d'œuvre architectural pour un résultat visuellement identique en apparence. En réalité, placées exactement dans les mêmes conditions environnementales et sociétales, toutes les vies individuelles revêtent la même valeur minutaire objective, laquelle confère le même poids socio-économique vital à chaque minute de leur temps éphémère. Ainsi, la minuté individuelle est-elle le nouveau fondement de l'analyse socio-économique, universellement quantifiable à tout instant, tandis que sa valeur historique, relative en termes de productivité et de résultats produits, peut tout aussi aisément se mesurer via la précision du lissage statistique, autorisant un contrôle précis de son évolution au gré du progrès technique. Car c'est bien de ce dernier que dépendent la lutte contre la rareté, la démocratisation d'un bien-être matériel optimal et la libération de tous les humains vis-à-vis des contraintes du travail, non pour le supprimer en tant qu'activité indispensable à l'équilibre de chacun dans son utilité sociale envers les autres, mais pour en conserver la meilleure part dans une juste proportion, en termes de mode de vie librement maîtrisé ou de temps libre retrouvé, équitablement partagé. Chaque valeur objective individuelle peut se chiffrer en minutés quotidiennement appliquées à telle ou telle activité, sur la base d'une limite horaire définie par les us et coutumes du moment, et cette valeur se subdivise en autant d'unités de biens ou services produits au prorata du temps de travail nécessaire. Lorsque Pablo Picasso, conscient de la valeur sociétale et pécuniaire de son génie, peignait un tableau par jour, en y consacrant par exemple une huitaine d'heures, la valeur objective dudit tableau de maître était, et reste encore aujourd'hui, chiffrable à seulement 480 minutés, augmentée des autres minutés nécessaires à la production préalable de tout le matériel d'artiste-peintre utilisé pour l'œuvre en question, tandis que la valeur de ce travail est équivalente à une journée de nettoyage du technicien de surface déjà mentionné, et ce, en dépit de la différence induite par la société entre la renommée de l'artiste et la modestie du statut de l'agent de propreté. L'évaluation des revenus de ces deux personnes dépend quant à elle des mœurs sociales de l'époque, révélant au passage toute la subjectivité qui caractérise ces dernières, à travers la rationalité très relative d'une économie de marché dictant les conditions salariales de l'employé et la loterie, ô combien spéculative, qui s'attache à l'œuvre de l'artiste. Ce double exemple révèle aussi la différence notoire qui sépare la production d'un bien a priori durable, le tableau, de la fourniture d'un service au résultat éphémère, le nettoyage de surface étant le plus souvent quotidiennement nécessaire. Dans le premier cas, l'objet créé s'ajoute au patrimoine culturel de l'humanité et peut faire l'objet de nombreuses cessions au point de devenir un investissement spéculatif, tandis que le fruit du travail de propreté, déjà curieusement immatériel, disparaît en quelques heures de fréquentation du lieu correspondant. La durabilité très variable des productions individuelles est donc largement prise en compte par les analyses économiques et financières, ce qui ne saurait remettre en cause l'équivalence minutaire précédemment définie, qu'il s'agisse de la simple production agricole de denrées alimentaires promptement consommées ou de la construction de bâtiments aptes à traverser plusieurs siècles. Que la trace matérielle du travail accompli soit durable ou non, de même que visible ou non, l'utilité exprimable en besoin ressenti du bien ou du service considéré est la même, et la valeur objective de l'effort fourni en termes de sacrifice de vie personnelle est immuablement identique dans son expression minutaire. Enfin, force est de constater que, même à titre individuel, toute activité socio-économique implique l'utilisation de biens ou de services en provenance d'autrui, obligeant par exemple un horticulteur à acheter ses outils, au même titre qu'un coiffeur ou tout autre artisan, tandis que le degré d'interdépendance matérielle, désormais atteint par nos sociétés mondialisées, diversifie les contacts économiques jusqu'au point de nous rendre tous anonymement solidaires. Cette atomisation croissante des intermédiaires impliqués dans la production du moindre objet, résultat du développement technologique et commercial, aboutit logiquement à la multiplication des fournisseurs
et nous empêche le plus souvent de connaître le véritable producteur du bien considéré, puisque ce dernier n'est plus jamais unique. Cette évolution, en grande partie inéluctable, est directement fonction du degré de développement matériel et humain de chaque société, dont elle solidarise ainsi tous les membres à des degrés toutefois variables selon le type de produit considéré. Ainsi, certains produits restés très artisanaux peuvent encore impliquer un circuit particulièrement court, permettant par exemple à un flûtiste-concertiste de se fournir directement et sur mesure auprès d'un facteur d'instruments qui sait encore d'où le bois précieux proviendra, mais de fait, la quasi-totalité des produits et services de consommation courante implique désormais un nombre incalculable de coproducteurs et autres intermédiaires, entraînant de la sorte une complexité croissante aggravée par l'absence délibérée de frontières commerciales propres au néolibéralisme actuel. C'est précisément dans ce contexte en apparence inextricable que la minuté individuellement mesurable prend tout son sens, puisque cette unité de mesure concrète est par définition identique en tout lieu et en tout temps. 2. La valeur objective partagée. Dérivant logiquement d'une spécialisation des tâches et métiers sans laquelle la démocratisation de l'accès à tant de biens et services ne saurait évoluer positivement, la complexité croissante des productions associe de plus en plus d'acteurs socio-économiques sur des échelles géographiques très variables, dont le processus de mondialisation actuel semble représenter le dernier degré possible. L'étape historique dictée par la logique ultralibérale et ses priorités exclusivement financières se caractérise de la sorte par une hyperconcentration de la richesse et des moyens de production entre les mains d'une infime minorité d'acteurs tout-puissants, confortée par une disparition des frontières commerciales propice à tous les abus de la concurrence la plus déloyale, sur la base de l'exploitation du travail bon marché côté production et d'une savante manipulation commerciale côté consommation. Or, cette évolution n'a pu qu'exacerber l'anonymisation des interdépendances en interdisant toute transparence comptable objective au sens minutaire de ces réflexions. Malgré la mécanisation ou la robotisation croissante de maintes productions, dont l'effet direct est de limiter la proportion de travail impliquée dans la fabrication d'objets de toute nature, il est paradoxal d'observer que la principale cause de délocalisation des activités n'est autre que la maximisation outrancière des minutés quotidiennes et la sous-évaluation du salaire qui leur correspond, qu'il s'agisse de produire des biens matériels ou de proposer des services à distance, et ce, autant que faire se peut à l'insu du consommateur. Cette obsession managériale concerne non seulement le salaire directement versé, mais plus encore les conditions avantageuses de l'environnement socio-économique et politique, en profitant du moindre décalage de sous-développement et de tous ses avantages collatéraux en termes de faible coût social du travail, de taxes et impôts réduits, ou de corruption administrative. De ce point de vue, la mondialisation apparaît comme la fuite en avant d'un capitalisme financier dont la logique touche l'absurde en même temps que le plafond indépassable de la frontière planétaire, tandis que les conséquences humaines et écologiques des abus induits aboutissent à la double impasse que l'on observe. Pour autant, l'analyse minutaire ici proposée devrait permettre aux néo-économistes d'évaluer objectivement la teneur exacte des échanges quotidiens, quelle que soit leur échelle, en permettant non seulement de peser tous les transferts de valeurs socio-économiques, mais plus encore de mesurer le décalage entre les valeurs historiques et objectives concernées, révélant de la sorte la subjectivité des salaires, revenus, profits, coûts et autres prix afférents. L'évaluation systématique du travail est déjà scientifiquement généralisée dans un but de gestion aussi profitable que possible du personnel de chaque entreprise, tandis que les instruments de mesure sophistiqués rendus disponibles par le développement informatique et l'efficacité des statistiques appliquées à la comptabilité la plus concrète permettent de gérer un nombre illimité de données factuelles concernant tous les aspects des activités industrielles et administratives. Une telle coïncidence entre l'évolution historique de l'humanité et la puissance de calcul autorisée par les nouvelles technologies permettra aux macroéconomistes de compiler toutes les informations nécessaires en totale continuité avec la microéconomie quotidienne, via l'analyse minutaire, et de brosser le portrait grandeur nature de chaque filière de production, de distribution ou de consommation concernant les biens matériels,
de même que l'équivalent s'agissant des activités de service. Grâce à ladite minutée, les simulations économiques deviendront exhaustives, en intégrant de bout en bout la dimension sociale du vécu humain, tandis que tous les résultats futurs en deviendront directement compréhensibles, même par les non-spécialistes, améliorant au passage la prévisibilité des effets induits par telle ou telle décision privée ou publique. Dans cette optique, l'innovation sans doute la plus importante consistera à traduire en minutée toutes les relations socio-économiques jusqu'à présent évaluées en termes financiers, sachant que ces derniers ne reflètent que la subjectivité historique de la société analysée à travers l'improvisation d'une valeur monétaire passablement fictive, car sujette à maintes formes de spéculation et d'abus de pouvoir. De même, toutes les échelles de comptabilisation se verront très utilement éclairées par la transparence et l'universalité de cette unité de mesure, qu'il s'agisse donc de la gestion d'une famille, d'une entreprise, d'une municipalité, d'un État, voire de la planète, sur la base d'enquêtes échantillonnées ou par le biais de la standardisation qu'autorisera désormais ce nouveau dénominateur commun. Même en conservant des présentations socio-économiques et comptables fort différentes d'un pays à l'autre, aucune variation historique ou géographique ne pourra altérer l'observation et l'évaluation minutaire, ce qui facilitera la comparaison internationale sur la base d'une réalité incontournable, quelles que soient les époques et les civilisations ainsi concernées. L'analyse minutaire permet en effet de compiler les données utiles associées à tout échange de valeurs objectives partagées, qu'il s'agisse des interrelations de travail à l'intérieur d'une entreprise, du cycle complet de production pouvant regrouper tous les fournisseurs et intermédiaires d'un marché spécifique, ou des rapports d'échange via le commerce et la distribution. On imagine donc aisément l'impact d'une telle analyse sur la compréhension future des principaux paramètres socio-économiques que constituent les salaires et profits, le niveau des prix, la monnaie, la productivité ou l'emploi, sans oublier les dimensions déjà évoquées en pages précédentes et dont la liste aussi exhaustive que possible fera l'objet des prochains chapitres. En résumé, il suffira d'observer la réalité minutaire de toute activité relevant peu ou prou de la sphère socio-économique, en particulier par le biais de sa moyenne statistique concrètement avérée, pour avoir aussitôt accès à la réalité objective de l'élément analysé et pouvoir en suivre, sinon même en prédire l'évolution dans les meilleures conditions de précision. S'agissant de cette valeur objective partagée via la parcellisation des tâches et leur éclatement géographique par ailleurs plus ou moins justifié, l'évaluation du travail matérialisé au travers de chaque objet ou prestation complexe se fera en compilant au prorata toutes les dépenses minutaires impliquées à chacune des étapes de la production ou de la fourniture du bien ou du service considéré, sans se laisser égarer par la valeur si subjective de rapports inhumains historiquement biaisés. La réalité ainsi révélée sera de la plus grande utilité pour comprendre les vrais mécanismes socio-économiques, déceler l'incohérence de certains comportements réflexes de facto induits par l'ignorance de nos relations objectives, et surtout déterminer les seuils à ne pas dépasser concernant les distorsions qui détruisent peu à peu l'équilibre sociétal indispensable à la paix civile, seuil plus encore qualitatif ou de proportionnalité que quantitatif ou de simple volume historique. Sur la base de cette nouvelle approche, les futurs économistes et statisticiens auront pour tâche cruciale de repérer à partir de quel point précis les valeurs socio-économiques dérivant de quelques déséquilibres deviennent néfastes au système observé, sitôt dépassé un palier vital à déterminer objectivement en termes de proportion, un peu à la façon de l'endettement critique d'un ménage ou d'une entreprise dont la situation devient alors irrécupérable. L'usage systématique de l'analyse minutaire devrait donc permettre de piloter plus sainement nos futures sociétés humaines afin d'éviter la faillite économique et sociale, si tristement observable depuis plusieurs décennies, d'une crise chronique largement entretenue via un système autocondamné par son jusqu'au boutisme. En révélant les vrais mécanismes à l'œuvre sous la surface troublée de l'improvisation historique, les économistes minutaristes pourront définir les conditions d'une nouvelle gestion exhaustivement rationnelle à tous les échelons de la réalité économique et sociale, autorisant une prise de conscience des limites objectives à ne pas dépasser en matière de travail,
de production, de répartition et de consommation, sous peine de subir des conséquences politiques et écologiques d'une violence croissante. En quelque sorte, l'analyse minutaire alertera tous les citoyens et leurs gouvernements enfin démocratiques sur le moindre risque de déséquilibre macroéconomique éventuel, voire sur la preuve concrète de toute dérive induisant de facto la moindre délinquance économique et sociale. Qui plus est, ce rôle de garde-fou sera d'autant plus facile à tenir que la future constitution délodiste, en incluant le minimum de droits et de devoirs socio-économiques correspondant à leur dimension politique, évitera désormais tout risque vital à chaque citoyen, en déconnectant la partie la plus essentielle de l'économie objective de son développement historique. Ainsi, l'analyse minutaire permettra-t-elle enfin de décrisper ou de dédramatiser définitivement les relations humaines quotidiennes participant à la satisfaction de tous les besoins unanimement ressentis, selon les critères évolutifs typiques de chaque stade de développement, tout en laissant parallèlement libre cours aux initiatives individuelles ou collectives concernant un marché devenu libéral, dans le meilleur sens désormais préservé ou pérennisé de ce terme. Pour l'heure, rappelons ici que chaque personne active, au sens socio-économique usuellement convenu, contribue à l'enrichissement collectif en proportion des minutés qu'elle consacre régulièrement à la production de tout bien ou service, peu ou prou échangeable avec autrui, tandis que l'interdépendance croissante et inévitable, qui associe une multitude d'agents économiques individuels dans le cycle production-distribution-consommation, permet à la moindre société évoluée de lutter utilement contre la rareté, en dépit de tous les excès observables de nos jours. C'est précisément l'ignorance de la réalité objective et l'irrespect de notre égalité naturelle minimale qui nous poussent sans cesse à la faute, induisant spontanément les réflexes comportementaux si bêtement préjudiciables du skieur novice déjà mentionné. Une sorte d'inertie historique nous dicte encore une attitude et des préjugés hérités de l'état de nature hobbesien en contexte de rareté absolue, alors même que, grâce aux sciences appliquées, les moyens techniques sont déjà à notre disposition pour dominer nos sens primaires par l'intelligence. Là se situe tout l'intérêt de la minuté, car le progrès matériel potentiel autorisé par le développement industriel ne saurait se généraliser de façon équilibrée sans de nouveaux moyens intellectuels concernant les sciences humaines, en particulier dans le domaine crucial de la socio-économie. Dans cette perspective, l'analyse minutaire est le seul outil permettant aux humains de se voir et de se comprendre en tant qu'objets assujettis à la pesanteur de la matérialité sociale universelle qui s'applique à tous les êtres vivants, faune et flore comprises. De fait, n'est-il pas logique qu'après avoir découvert et inventé autant de choses d'ordre surtout matériel, l'humanité ait besoin d'un progrès équivalent dans le domaine des sciences sociales? 3. La richesse objective. Les pages qui précèdent suggèrent logiquement que la seule richesse objective réside dans l'addition de toutes les minutés associées à la production de tout bien ou service. Concernant la valeur objective partagée ou collective, cela signifie que la contribution d'une entreprise, en termes de richesse additionnelle effective, ne peut représenter que la somme de toutes les minutés nécessaires à son activité, définissant une sorte de valeur ajoutée objective, laquelle n'a qu'un rapport très relatif avec l'évaluation financière que le marché historique peut lui attribuer compte tenu des comportements ô combien subjectifs concernant les prix pratiqués entre fournisseurs, sous-traitants et autres intermédiaires. Cela dit, en termes de richesse matérielle, le même capital humain de minutés totalisé par toute entreprise produit un volume et un nombre d'unités de biens ou de services directement dépendants du niveau de développement technologique et donc de la productivité minutaire qui en découle, réduisant d'autant le prix de revient ou le coût de production objectif de chaque unité de produit ou service, et matérialisant ainsi la démocratisation ou la dévaluation progressive dudit produit ou service au gré de sa multiplication pour un même volume de minutés. Sur un autre plan, et à l'instar des relations entre particuliers, les échanges interentreprises sont spontanément soumis à maintes sortes de distorsions par le biais d'un marché impitoyable où tous les coûts sont virtuellement permis, aboutissant, à plus ou moins longue échéance, à une concentration monopolistique excessive qui ne dit pas toujours son nom.
particulièrement lorsqu'un secteur économique est dominé par un oligopole trop consensuel pour être honnête, en dépit des lois antitrust théoriquement applicables. De fait, la concurrence libérale produit un enchevêtrement de plus en plus complexifié de relations de business, véritable jungle désormais internationalisée, dans laquelle nombre de PME font les frais de la dépendance via le rôle inconfortable de sous-traitants, tandis que la délocalisation et l'optimisation financière dictent désormais leurs lois aux dépens des principes mêmes de la libre entreprise, s'agissant de tous ceux qui subissent les conséquences du processus si néfaste de la monopolisation des marchés, équivalent économique d'une dictaturisation politique. Dans ce contexte historique particulier, qui pousse investisseurs et spéculateurs à profiter fébrilement des dernières opportunités avant la coagulation planétaire de leurs comportements contradictoires, l'analyse minutaire micro- et macroéconomique de la mondialisation permettra de révéler toutes les incohérences de cette guerre économique quotidienne, de façon plus éclatante et plus transparente que jamais, même une fois dûment installée et pérenniser le minimum sanctuarisé des droits socio-économiques du citoyen délodiste. Indépendamment de cette évolution nécessaire, et grâce à l'unité de valeur universelle qu'offre la minuté, les analystes et commentateurs spécialisés pourront aisément révéler les véritables enjeux économiques nationaux, continentaux ou mondiaux, mettant ainsi tous les méga-décideurs financiers, industriels et politiques face à leurs véritables responsabilités, tandis que les citoyens concernés par leurs décisions pourront en apprécier les tenants et aboutissants en parfaite conscience d'être respectés ou floués selon le cas. La richesse objective d'un pays, comprise en tant qu'une sorte d'équivalent PIB, calculé sur la base d'une comptabilité nationale, agrégeant tous les échanges d'une population spécifique sur son espace géographique, se résume donc au nombre total de minutés travaillées sur l'ensemble de la période considérée. Cela revient à dire qu'au moins potentiellement, la véritable richesse socio-économique de tout espace comptable donné ne saurait excéder la somme des minutés appliquées au travail par l'ensemble de la population active maximale considérée, en fonction des usages en cours concernant les heures travaillées et les classes d'âge actives. Il en est de même à l'échelon international ou mondial, car toutes les données concrètes du temps travaillé sous forme de minutés peuvent se mesurer de la même façon objective en tout lieu, l'économie internationale n'étant de fait que la transposition de la même réalité socio-économique sur une échelle plus large, déguisant souvent l'exportation des contradictions nationales via un néocolonialisme plus ou moins violent. L'universalité de la minutée, en même temps que son objectivité égalitaire face à la valeur intrinsèque de toute vie humaine individuelle, apparaît donc comme le seul lien permanent permettant enfin de rendre compte le plus factuellement possible de toutes les interactions socio-économiques micro-locales, aussi bien que planétaires, reléguant au rang d'artifice historique biaisé toute allégation selon laquelle il serait devenu impossible de réfléchir utilement à l'échelle d'un pays en raison de la complexité de relations internationales devenues mondialisées. De fait, la conscience historique ne peut définir comme internationale que les relations impliquant des entités nationales différentes, lesquelles ne sont donc, du point de vue économique stricto sensu, que de simples espaces comptables artificiellement différenciés par une frontière de papier. On peut dès lors définir, selon la période et l'espace choisi, une multitude d'espaces comptables privés ou publics, individuels ou collectifs, aussi bien que locaux, régionaux, nationaux, internationaux ou continentaux, et ce, de façon parfaitement arbitraire, sans que la réalité permanente des faits socio-économiques n'en soit affectée, a fortiori s'agissant de la minutée. Par contre, en illustration parfaite du contraste déjà mentionné entre la valeur objective universelle et les valeurs historiques locales et temporaires, le commerce international actuel, exacerbé par la logique mondialiste ultralibérale, est entièrement construit sur la différenciation artificielle des valeurs socio-économiques historiques propres au temps présent et si différentes d'un pays à l'autre, voire d'une culture à l'autre, en contradiction plus irrationnelle que jamais vis-à-vis de l'universalité minutaire objective. Précisément, tous les profits dérivés de cette mondialisation via la suppression des frontières sont le résultat d'un opportunisme mettant en concurrence des espaces comptables bien trop différents quant à leur niveau de développement,
surtout concernant le coût social du travail, entraînant ainsi la désintégration des sociétés les plus avancées au profit de pays plus pauvres transformés de force en usines du monde. Il ne faut voir là que l'aboutissement logique, désormais politiquement incontrôlé, voire carrément assisté, du jeu naturel de la concurrence et de la loi du plus fort, telle que dictée par notre instinct primaire en situation de rareté. Jusqu'à présent, faute de compréhension socio-économique exhaustive minutairement assistée, toutes les tentatives sociétales dignes du nom de civilisation se sont construites sur la base de valeurs historiques aussi biaisées que les réflexes irréfléchis du skieur débutant déjà mentionné, lequel est finalement responsable de sa propre chute par ignorance ou irrespect de quelques lois physico-existentielles fondamentales. La richesse objective, du point de vue socio-économique, n'est autre que l'humanité elle-même, comprise à travers ses activités les plus variées, dont le but légitime est de partager un confort matériel et une sécurité vitale sans lesquels l'essentiel de la finalité humaine ne saurait s'épanouir. Ce bien-être commun, minimal et évolutif appelé société est ainsi la condition sine qua non du bonheur humain individuel et collectif que seul procurent la justice et la paix à un degré historique relatif selon chaque culture considérée et en relation avec son environnement. La finalité suprême inscrite dans chaque reconstruction sociétale, en tant qu'idéal de civilisation, est donc de libérer les citoyens de tout souci vital pour les faire accéder au niveau le plus élevé possible d'humanité, c'est-à-dire de conscience et de jouissance équilibrée via les activités les plus gratuites que suppose le temps maîtrisé. Or, la minuté universelle n'est rien d'autre que la parcelle minimale et comptabilisable de la vie humaine, et s'offre donc comme la seule unité de mesure historiquement disponible pour enfin évaluer et rationaliser toutes les dimensions socio-économiques de l'existant, du moins à l'échelle utile et significative du degré de conscience propre à notre espèce terrestre. En acquérant les moyens de comprendre sa nature objective dans le domaine vital que constitue sa dimension socio-économique, grâce à l'analyse minutaire et à la nouvelle gestion sociétale qui en découlera, l'humanité gagnera enfin son temps libre, c'est-à-dire libérée de tous les excès qui caractérisent encore le gaspillage et l'injustice du tout ou rien, si tristement typique des aberrations du capitalisme mondialisé. Car l'économie n'est après tout qu'une science bassement utilitaire, dont la seule noblesse est théoriquement d'épargner temps et effort, tout en minimisant logiquement l'utilisation des matériaux et autres ressources naturelles nécessaires, définition évidente pourtant aux antipodes de la réalité historique imposée par la loi du marché financier, du moins du point de vue de la répartition du travail et de ses fruits. De fait, le calcul économique minimisant coûts, efforts et ressources fait partie intégrante de la gestion quotidienne de toute entreprise. Mais la priorité financière du néolibéralisme actuel aboutit à un racket social systématique sans précédent, entraînant l'asymétrie d'un gaspillage minoritaire suicidaire construit sur la précarisation et l'aliénation croissante du plus grand nombre. D'où le besoin urgent de l'analyse et de la gestion minutaire, grâce auxquelles les conditions d'une décroissance optimisée seront rendues compatibles avec une équité socio-économique minimale, enfin constitutionnellement garantie. Les réflexions précédentes semblent donc induire que la richesse objective d'une communauté coïncide en tout point avec les minutés de vie sacrifiées par sa population active, ce qui constitue la définition même de la survie, comme d'un progrès matériel socialement organisé, sachant depuis Malthus et Darwin que la population en question dépend aussi très largement de son environnement historique et géographique. Le premier pouvant relativiser grandement la rareté via l'organisation et la technologie appliquée, le second conditionnant de fait les ressources alimentaires, matérielles et fossiles, au moins localement disponibles. En respectant toutes ces conditions d'époque et de lieu, l'analyse minutaire permet de décrire n'importe quelle société plus ou moins autonome et développée, et plus encore les infinies relations que la mondialisation de fait occasionne désormais, avec l'avantage sans précédent de révéler par contraste les aspects positifs et négatifs de la moindre évolution. Ce que l'on nomme progrès, au sens matériel de ce terme, n'est autre que la subdivision infinie de la valeur objective collective produite par une communauté donnée,
via la multiplication exponentielle de biens et de services rendus accessibles, au gré d'un développement historiquement aussi aléatoire qu'improvisé. De fait, dans toute société en progrès, les comportements spontanés suscitent une créativité propre à faire évoluer le mode de vie bien autant que le niveau de vie, en proposant sans cesse de nouveaux objets ou services de confort, via une synergie de plus en plus complexe, tel métier nouveau suscitant tel besoin et tel autre métier ou adaptation socio-professionnelle corrélée, tandis que les contraintes environnementales semblent être ainsi relativisées par l'évolution rapide des sciences et des connaissances, sachant que l'époque actuelle s'avère être à l'opposé de ce portrait sociétal, preuve de la régression historique de l'ultralibéralisme monopolistique et planétaire, visible en particulier sous forme de détérioration généralisée des modes de vie observables, d'inégalités croissantes et de gaspillage écologiquement suicidaire. En quelque sorte, plus la valeur objective commune s'atomise en une multitude de biens et services, plus cette réalité historique relative se développe en se complexifiant du point de vue social, économique et politique, via l'interdépendance croissante mentionnée plus haut, cette dernière devenant toujours plus anonyme. Le développement matériel qui en résulte est bien palpable et permet à chaque population concernée d'améliorer sensiblement son niveau de vie, non sans remettre en cause un mode de vie dont l'appréciation reste beaucoup plus subjective. Ici encore, l'usage de l'analyse minutaire devrait permettre de compléter ce double tableau sociétal, pour aider les décideurs à comprendre plus objectivement comment la progression du niveau de vie peut hélas être associée à une dégradation du mode de vie et des conditions sociales, en révélant les disproportions dans la répartition de la richesse commune, ainsi que les paliers critiques précis à respecter à tout prix pour éviter un déséquilibre sociétalement préjudiciable, voire périodiquement fatal. 4. Rapport de force, produits et marché. L'interdépendance, malheureusement encore vitalement injuste par ignorance plus ou moins volontaire de la valeur objective minutaire, est le moteur de toute croissance ou de tout progrès, via l'initiative des leaders et leur autorité sur les suiveurs, dans un rapport de force peu ou prou assimilable à une violence directe ou indirecte, aussitôt légalisée et pérennisée. Le vol de minuté, qui correspond forcément à cet échange déséquilibré, est censé se justifier par le besoin d'un profit nécessaire au réinvestissement, condition sine qua non d'une richesse future et d'un progrès matériel dont l'ensemble de la société peut profiter à terme. N'importe quel employeur individuel ou groupe d'actionnaires associés peut ainsi dérober quotidiennement des milliers, des millions, voire des milliards de minutés à un nombre sans limite d'employés suiveurs dont le sort dépendra du seul bon vouloir des premiers, tout en s'améliorant au fil des conflits sociaux ou des évolutions réglementaires progressivement imposées par la loi afin de maintenir un minimum de cohésion sociétale. De même, ne faut-il pas oublier que les rapports de distribution et de consommation sont également des sources d'échanges inégaux par le biais de l'évaluation artificielle des prix sur un marché dont le mécanisme concurrentiel est de facto à finalité monopolistique. Les mœurs ont ainsi grandement évolué, permettant à chaque nouvelle étape historique d'approcher un semblant d'équilibre improvisé, hélas sans cesse remis en cause par la tendance spontanée du libre-échange à abuser de la situation. La moindre recherche de profit semble impliquer un vol de minuté, et donc, au travers de ce larcin légal, l'appropriation plus ou moins directe de la vie d'autrui via son travail, dans une relation rugueuse dont la réalité n'est qu'un degré relatif de surexploitation aussi bien que de discrimination sociale, y compris par le biais de l'exclusion. Cette nécessité historique, sans laquelle aucun progrès ne paraît possible, ne saurait pour autant être remise en cause sans supprimer aussitôt la liberté d'entreprendre pour la transférer à un pouvoir dès lors politique, impliquant tous les risques de dictature déjà avérés par le XXe siècle. Tandis qu'entre le tout libéral des USA et le tout socialiste de l'URSS ou de la Chine d'alors, l'Europe occidentale tentait le mariage impossible d'une improvisation dite mixte dont les avantages sociaux notoires, bien trop fragilement fondés, se trouvent remis en cause depuis l'avènement de la mondialisation capitaliste. La troisième voie, ainsi espérée, n'a jamais pu s'imposer de manière apaisée ni pérenne, sans doute faute d'instruments objectifs d'analyse et de mesure.
ce qui laisse entrevoir un réel espoir de compréhension exhaustive des réalités socio-économiques, grâce à l'analyse minutaire transversale de phénomènes et d'échelles jusqu'à présent dissociés et parcellaires. Qu'il s'agisse là de fusionner les rationalités micro- et macroéconomiques, ou de définir et objectiver la frontière du public ou du privé, l'analyse minutaire devrait autoriser une prise en compte de l'ensemble des éléments en jeu, tout en incluant de bout en bout l'aspect social et humain que seule la minuté permet d'exprimer. Concernant aussi la valeur socio-économique de tout produit ou service, les comportements historiques sont dictés par l'abus de pouvoir dérivant spontanément de l'état de nature en situation de rareté absolue, à travers la double obsession de minimiser les coûts de production que représentent les salaires en particulier, et de maximiser sur le marché les prix imposés aux consommateurs, via la quête permanente d'une situation monopolistique. En pratique, cette stratégie individuellement rationnelle s'avère collectivement inconséquente puisque les salariés et employés constituent aussi la majeure partie des consommateurs, ce qui pousse l'entreprise à délocaliser sa production, voire sa clientèle, en exportant cette contradiction afin d'éviter d'avoir à la résoudre par la recherche empirique d'une juste proportion dans la répartition des richesses issues du travail sous forme de salaires et autres revenus. Afin de décrire les tenants et aboutissants de ces comportements, l'analyse minutaire permettra de se libérer de tout biais historique basé sur une valeur financière ou monétaire subjective, pour mettre au jour le délit objectif de cette rationalité, de fait antilibérale, dans des termes immédiatement convertibles en réalité sociale vécue. De la même façon, cet instrument de mesure socio-économique aidera les néo-spécialistes de cette science humaine à calculer de manière réaliste tous les effets numériques, associant par exemple la nature des produits ou services à la portée démographique de leur utilité, la valeur objective d'un produit ou service à sa fréquence de consommation, le niveau des salaires et le nombre d'employés concernés à leur impact sur le marché de l'emploi, etc. À terme, toutes les données statistiques désormais contrastées vis-à-vis de la seule valeur objective pourront être croisées de façon quasi scientifique pour révéler la nature réelle des liens éventuels de causalité dans leur corrélation, libérant d'autant l'observateur des vains travers dérivant de la relativité historique, géographique et culturelle. 5. Valeur objective, valeur historique, temps et argent. Pour aller désormais nettement plus loin que l'aperçu prometteur des sections qui précèdent, tout en résumant la teneur essentielle, il semble pour le moins logique d'observer que, d'un point de vue enfin socio-économique, et s'agissant d'une communauté comptable définie usuellement comme un pays, voire un peuple ou une nation selon le cas, la valeur objective intégrale, correspondant à sa situation économique, se trouve éclatée en une valeur historique totale, représentant la richesse matérielle et de services résultant des minutés consacrées au travail par sa population active, sur une base comptable annuelle, pour peu que cette population soit en situation minimale d'éco-souveraineté, en ce qui concerne sa production intérieure ou domestique. Via l'observation du processus historique, il s'avère par ailleurs établi depuis longtemps que toute valeur socio-économique se calcule en argent, la monnaie ou devise monétaire étant le vecteur de chaque transaction ou échange, principalement par les salaires, les revenus, les prix et les profits. De fait, quel que soit le support accepté par confiance, d'où l'emploi du mot fiduciaire, l'argent, au sens le plus large de ce concept, représente le fluide économique de toute société, le sang vital du léviathan hobbesien, assurant l'évaluation indispensable des choses, comme du temps travaillé des citoyens au sens réducteur d'acteurs économiques, et représentant ainsi l'unique instrument disponible pour comptabiliser, même de façon très empirique et évolutive, l'ensemble des valeurs d'échange qui caractérisent une civilisation un tant soit peu évoluée. Or, l'on sait ici à quel point cet unique outil de mesure est aussi subjectif que variable, puisqu'il concourt de fait à la quantification des minutés historiques, lesquelles sont immanquablement biaisées par les mœurs sociales, politiques et culturelles du lieu et du moment, outre le fait que la confiance commune en cette valeur argent repose sur une fiction dont le support n'est que purement arbitraire, même s'agissant de l'or, le cas échéant, puisque théoriquement,
La masse monétaire est censée mesurer la valeur historique relative de l'ensemble des biens et services disponibles et produits sur un espace donné par et pour sa population. On est en capacité de décrire les flux financiers de tous ordres et d'en déduire la valeur minutaire historique qui en découle logiquement, ne serait-ce qu'en divisant la richesse historique totale exprimée en argent par le nombre total de minutés qui lui correspond. Un tel calcul peut être relativisé, ou plutôt précisé, en tenant compte de l'utilité démographique des biens et services produits, et surtout en déduisant le cas échéant l'accumulation de masse monétaire ne correspondant pas à la période considérée, mais en tout état de cause, les socio-économistes de demain pourront déterminer cette valeur minutaire historique pour tout lieu et toute époque de leur choix, sur la base des observations statistiques les plus factuelles, complétées selon leurs besoins par des modélisations et échantillonnages devenus enfin réalistes grâce au principe de l'analyse minutaire incluant le temps humainement consacré au travail. On imagine aisément les nouvelles perspectives qui s'ouvrent aux spécialistes de la matière socio-économique, désormais armés du microscope-télescope de la minutée dans l'analyse micro aussi bien que macroéconomique de la réalité objective de chaque espace et moment, sans compter les possibilités d'anticipation des conséquences de telle ou telle mesure, le cas échéant. Car en contrastant la mesure historique des valeurs socio-économiques directement exprimées en termes financiers avec la valeur objective minutaire et universelle qui leur correspond, les analystes pourront aisément mesurer toutes les disproportions exprimant le différentiel minutaire de l'époque et du lieu considéré, que celui-ci soit global, ou selon chaque marché, filière et agrégat significatif. Ce différentiel représentera en effet la distorsion mesurable entre la valeur historique ou subjective de la minutée en termes d'argent et sa valeur objective ou naturelle exprimée dans les mêmes termes. Cela devrait permettre de repérer les paliers critiques, induisant les effets pervers qui grippent si souvent la machine socio-économique, tout en autorisant pour la première fois dans l'histoire des sciences dites humaines une vision exhaustive de tous les mécanismes à l'œuvre, et ce, d'autant plus facilement que les nombreux outils d'observation, de compilation, de calcul et autres modélisations acquièrent sans cesse de nouvelles capacités, associées à une fiabilité sans précédent. Pour résumer les lignes qui précèdent via un exemple simpliste, imaginons une population de 50 millions d'habitants dont 25 millions de personnes sont actives. En supposant un temps de travail moyen effectif de 40 heures par semaine, moins 5 semaines de congés annuels, le nombre de minutés représentant de fait la valeur annuelle socio-économique totale produite par ce pays précis peut se calculer assez logiquement. 60 minutés fois 40 heures égale 2400 minutés hebdomadaires par personne active, soit fois 47 semaines égale 112 800 minutés annuelles individuelles, ce qui, multiplié par 25 millions d'actifs, permet de totaliser 2820 milliards de minutés objectives rendues de fait historiquement disponibles pour le niveau de développement sociétal, culturel et technique propre à la population en question, minutés qu'il pourrait être bon d'exprimer en unités agrégatives plus simples à manipuler. Il suffit de supposer pour notre exemple un PIB comparable à un pays développé actuel, soit par exemple, ici, 600 milliards de valeur estimée en euros, pour pouvoir en déduire la valeur historique individuelle par actif de ce pays, soit 600 milliards divisé par 25 millions d'actifs, égale à 24 000 euros par année. Pour obtenir enfin la valeur historique minutaire de cette même richesse nationale, représentée par le seul PIB, il faut encore diviser ces 24 000 euros par le nombre total de minutés annuellement travaillées de chaque actif, soit 112 800, ce qui, pour cet exemple, donnera comme résultat une valeur de 0,2127659 euros par minuté. Cette unité historiquement temporaire, relative et subjective, mesure pourtant très concrètement la véritable richesse moyenne produite par une minute de travail dans le pays test de l'exemple ci-dessus, sachant que pour lui donner un sens plus intelligible, correspondant au vécu réel d'un employé usuellement mensualisé, mieux vaut bien sûr raisonner en valeur objective historique mensuelle, soit dans ce cas précis, 24 000 euros sur 12 mois, autrement dit 2 000 euros par mois.
En se basant donc sur l'observation historique et la comparaison qu'elle autorise vis-à-vis de la minuté objective, l'analyse minutaire de toute situation socio-économique devrait compléter le tableau de bord des futurs économistes pour autoriser enfin une évaluation socialement respectueuse des réalités professionnelles et sectorielles de toute échelle, dans le but de mettre au jour les équilibres minimaux et les proportions vitales à respecter, et plus encore pour permettre à tous les points de vue complémentaires de se réconcilier grâce à une description objectivement indubitable, transversale et universelle. En ne tenant compte ici que des salaires, c'est-à-dire en excluant quelque autre forme de revenu plus ou moins régulier ou autre activité bénévole que ce soit, voire un travail non déclaré. On peut considérer que dans cet exemple précis, toute personne gagnant plus de 2 000 € par mois perçoit en termes de richesse plus de minuté qu'elle n'en dépense au travail, et profite donc d'une situation de domination relative nette, directe ou indirecte. Tandis qu'inversement, toute personne dont le salaire mensuel est inférieur à 2 000 € se trouve objectivement en situation de dépendance relative nette, sacrifiant gratuitement et de force une certaine proportion de minuté via la situation d'interdépendance inégalitaire imposée par les mœurs socio-économiques en vigueur. Les chiffres volontairement fictifs utilisés à travers cet exemple méritent bien sûr d'être actualisés en respectant la réalité historique via les statistiques officielles de chaque bilan annuel, par exemple celle de l'INSEE concernant la France, voire en prenant en compte toutes les autres formes de revenus. Mais l'importance démographique des salariats publics et privés donne déjà le là de l'économie nationale en question, tandis que la répartition de pouvoir d'achat et de consommation qui en découle s'en trouve aussitôt très largement prédéterminée. En affinant le calcul grâce aux formidables instruments statistiques et informatiques désormais disponibles, la minuté, par sa valeur historique exprimée en salaire ou revenu mensuel, peut révéler plus concrètement que jamais la réalité des rapports sociaux et des inégalités qui les caractérisent, ce qui permettra tôt ou tard de différencier les inégalités justifiées, en tant que différences technico-professionnelles, des injustices objectives ou autres inégalités vitales. Enfin, cette même analyse minutaire forcera tous les instituts statistiques à redéfinir nombre de leurs critères d'observation de façon plus réaliste et transparente, car en fonction directe de l'évolution socio-économique de la société, telle que minutairement observable. Cela dit, dans l'exemple qui précède, les perdants se trouvent en situation d'exploitation nette en étant victimes d'un vol systématique de minuté tout autant que d'euros, ce qui revient à dire qu'ils sont pour partie esclaves d'autrui, dans la mesure où une portion non négligeable de leur vie quotidienne ne leur appartient plus, induisant une précarité qui les enferme dans la dépendance en leur interdisant le plus souvent d'accumuler le moindre patrimoine, voire de faire évoluer leur situation socio-professionnelle. Quel que soit le secteur de l'activité en question, privé, public, primaire, secondaire ou tertiaire, la minuté historicisée permet de décrire objectivement une situation d'injustice que l'on doit logiquement considérer comme illégitime, et donc infondée quelle que soit la loi qui peut la valider historiquement en apparence, car contraire de fait à l'égalité naturelle et universelle à laquelle chaque naissance donne droit, et par là même incohérente vis-à-vis de la réalité objective et permanente de l'égalité minutaire, avec pour conséquence la création ou l'aggravation d'un déséquilibre sociétal cumulatif. Cette illégitimité désormais concrètement mesurable en minuté réside donc intégralement dans l'observation objective de faits socio-économiques quantifiables, quels que puissent être l'époque et le lieu, et ce, indépendamment de tout jugement moral, sachant en plus que ne pas en convenir reviendrait à légitimer maintes formes de discrimination de nature peu ou prou comparable à de l'esclavage, sitôt que l'équilibre le plus vital se trouve remis en cause. Ainsi peut-on d'ores et déjà affirmer qu'à l'instar de la démocratie politique, dont le principe de base répartit égalitairement le droit de vote entre tous les citoyens d'un même pays, la démocratie socio-économique effective, qui doit aller de pair, devrait supposer de respecter d'abord un minimum d'égalité minutaire vitale, sans lequel aucun ordre social, ni même aucune constitution, ne saurait être objectivement légitime et historiquement pérenne.
C'est dans cette inégalité minutaire de base que réside le biais socio-économique principal, véritable source de tous les déséquilibres et de leur inévitable exacerbation dans le long terme, à la façon d'une tare congénitale dont l'aggravation systématique autant que systémique finit par complexifier les sociétés actuelles au point de se déconnecter du bon sens le plus élémentaire, obligeant tous les gouvernements à étayer une pyramide asociétale et toujours plus bancale par maintes complications vainement redistributives et tant d'autres emplâtres médicaux, policiers ou carcéraux, sans pour autant remettre en cause les abus de pouvoir socio-économique, dépassant certains paliers cruciaux. C'est alors que le tissu commun se déchire inexorablement, que les violences sociales, idéologiques et religieuses se cristallisent et fragmentent la société en autant de clans de plus en plus intolérants, suite à l'abandon du pouvoir politique aux mains d'un néolibéralisme devenu dictatorial, s'agissant du moins de la situation mondiale actuelle. Cela dit, l'égalité minutaire en question devra naturellement être relativisée en tenant compte de la réalité matérielle et historique de la garantie citoyenne minimale déjà établie dans le livre 1 comme principe constitutionnel, ce qui impliquera ici l'intermédiaire d'une comptabilité spécifique à vocation collective et localement contrôlée, afin d'assurer cette égalité minimale, en autorisant, au-delà de ladite garantie, toutes les différenciations que peut justifier chaque société en relation avec son histoire, en particulier concernant les hiérarchisations professionnelles indispensables. Entre autres options potentielles, on peut envisager que l'ensemble des besoins matériels effectivement universels soit couvert à minima par la garantie citoyenne, sur la base d'un calcul incluant les seuls biens et services en question, et indépendamment du reste de la réalité socio-économique, solution nécessairement à 2 paliers qui fera l'objet du prochain chapitre. Notons pour le moment que l'égalité minimale socio-économique supposera la définition d'un compartiment systémique approprié, non seulement en termes de biens et de services unanimement nécessaires, mais aussi de travail et de fonctions d'utilité commune égalitairement réparties, afin de laisser par ailleurs libre cours à l'évolution socio-économique historiquement improvisée, via la liberté d'entreprendre, quel que soit le contexte économique, social ou culturel concerné. L'analyse minutaire, transversale et exhaustive par définition, est donc le seul moyen objectif de réconcilier tous les points de vue sur la base d'une réalité respectant la condition permanente d'un équilibre optimal, seule façon d'ajuster durablement les 3 premiers côtés de notre pyramide sociétale, en retrouvant, au travers de l'égalité minutaire minimale, le principe universel équivalent au droit de vote individuel, élément et plus encore fondement sans lesquels toute société humaine est vouée à la violence jusqu'à l'effondrement. Grâce aux possibilités nouvelles ici offertes par l'approche minutaire universelle, la dimension politique de l'égalité en droit pourra enfin s'appuyer sur sa dimension jumelle socio-économique, en donnant à un futur gouvernement devenu démocratique, car délodiste, les moyens de gérer un minimum d'intérêts collectifs de façon objective et proportionnée, et cela, quel que soit le développement spontané toujours assuré par la libre entreprise, parmi bien d'autres formes de créativité matérielle, sociale ou culturelle. Il est à souligner ici à quel point la minuté historique, bien que très relative dans sa valeur financière, représente toute la réalité vécue à travers la matérialité des interrelations humaines, déterminant le pouvoir d'action de chaque individu sur sa vie et dans ses rapports avec autrui, dans le seul cadre officiel d'une économie socialement organisée. Elle traduit en effet le plus concrètement possible les pouvoirs de chacun, pouvoir de choix et pouvoir d'achat entre autres choses, d'abord par le biais du travail, dont toute la valeur consiste à créer une richesse si possible utile, en transformant l'environnement dans une quête légitime de confort, de bien-être et de progrès partagés, en dépit de tous les excès désormais avérés d'une économie de marché jusqu'à présent incontrôlée de fait, si ce n'est pour en accaparer les surprofits via n'importe quelle forme d'abus de pouvoir. La minuté porte décidément bien son nom, dans la mesure où, en situation de travail, donc d'effort ou de peine, l'obsession de chacun est de s'économiser, quitte à dépenser sans compter la vie des autres par quelque surdomination historique, si préjudiciablement antinaturelle,
en termes d'égalité de valeur objective. Dans ce contexte d'activité peu ou prou lucrative, pour survivre, voire surpasser les autres compris comme des concurrents, la minuté exprime tout le calcul nécessaire jusqu'à l'obsession de ne plus perdre une seconde, décrivant ainsi des relations de travail et d'échanges stressantes dans le cadre plus ou moins vital d'une matérialité nécessaire et donc prioritaire. En ce sens, et comme le mot travail l'exprime lui-même en français par sa dérivation du concept de torture, la minuté traduit toute la pesanteur de notre matérialité via l'obligation minimale de consommer pour survivre et de produire pour consommer, en essayant au passage d'améliorer la vie en question. La seule priorité, dès lors, consiste à gérer de façon efficace et optimale cette contrainte d'existence terrestre, ne serait-ce que pour en éviter tous les risques d'excès mortifères envers l'humanité, autant que vis-à-vis de notre environnement, tel qu'on peut observer ces derniers depuis des décennies. Or, non seulement le temps précède le travail, prouvant à quel point l'argent n'est que le résultat de ce dernier, mais encore, le propre de tout travail est de permettre de vivre mieux dans l'espoir de gagner du temps libre, finalité véritable de tout être humain normalement constitué, malgré les apparences d'un système mondialisé qui a perdu le Nord depuis trop longtemps, et dont la logique libérale déboussolée a précisément remplacé les fins par les moyens, aboutissant au drame actuel d'une misère et d'une surconsommation simultanée. 6. L'antiminuté, ou temps libre. Pour utile qu'elle soit concernant les relations de travail censées satisfaire aux besoins de production, d'échange et de distribution dans tout cadre socio-économique suffisamment évolué, la minuté, de par sa nature de calcul utilitaire à la fois chronométrique et financier, ne peut se concevoir complètement que vis-à-vis de son opposé, le plus souvent défini par défaut comme temps libre. De fait, le caractère obligatoire, régulier et plus ou moins monotone du travail rémunéré, bien qu'allant toujours de pair avec la dignité de l'individu en tant que maillon utile à la société, représente pour beaucoup une nécessité insuffisante, à plus forte raison s'agissant de fonctions subalternes, de tâches répétitives ou fatigantes, souvent mal rétribuées et socialement déconsidérées. Pour autant, d'un point de vue objectif et minutaire, tout emploi sera un jour considéré comme ayant la même utilité et la même valeur que n'importe quel autre, grâce à l'évolution des mentalités que suscitera l'instauration concrète de la garantie minimale citoyenne, sans pour autant empêcher, du point de vue historique, la hiérarchisation légitime qui respectera en tout point l'équilibre sociétal. Sans anticiper ici une future réflexion à développer sur le travail et l'emploi, force est de constater que la véritable valeur du temps libre réside, non pas dans l'inaction et le repos parfois bien nécessaires, mais dans le libre choix de l'activité ou de l'inactivité que cette portion de vie authentiquement autonome autorise. De ce point de vue, le temps libre mérite pleinement son adjectif en ce qu'il défait les liens de nécessité vitale attachés à notre pesanteur biologique autant qu'économique et sociale. Il est bien sûr possible de comptabiliser tout loisir en termes de minuté, ce que font nombre de victimes du capitalisme matérialiste en se révélant si avares et stressées dans la maximisation de leur brève période de vacances qu'elles passent à côté des bienfaits gratuits de ces parenthèses de liberté. Plus raisonnablement, le temps libre doit inclure et satisfaire le besoin légitime de consommer une partie des fruits de son travail via toutes les dépenses nécessaires, le shopping alimentaire et vestimentaire pouvant être aussi utile qu'agréable pour beaucoup, mais il devrait aussi dépasser ce stade basique des consommations matérielles en favorisant toutes les activités propres à épanouir l'être humain en tant qu'individu et personne sociale, tant physiquement que psychiquement, étant donné le choix quasi illimité des activités et situations possibles. Or, il apparaît que plus un loisir se détache d'une raison d'être utilitaire ou physique, plus il a tendance à se dématérialiser et à rendre superflu tout besoin de minuter ou évaluer les choses. Cela suggère que le temps libre, dans la meilleure acception de ce terme, doit finir par élever l'être humain au-dessus de sa condition terrestre de super-animal en lui offrant la possibilité de développer sa conscience d'être, via les 5 sens de son corps et l'intelligence de son mystérieux cerveau dans sa dimension spirituelle, jusqu'à atteindre le niveau d'une réelle sagesse tempérante, aussi sereine et équilibrée que possible,
définition probable du bonheur optimal que seuls peuvent nous procurer la justice et la paix. Cela suppose le partage égalitaire de tout ce qui est ressenti comme vital, ou socialement, économiquement, culturellement et politiquement indispensable à chaque citoyen, et les présentes réflexions ont pour but d'en définir la proportion sociétale exacte afin d'assurer et de préserver ces deux valeurs suprêmes, dont dépendent directement l'existence, l'utilité et la pérennité d'une société humaine digne de cette appellation. Aux antipodes de l'aliénation programmée du temps libre que la surconsommation et la surcroissance d'aujourd'hui imposent aux uns en privant tous les autres du nécessaire, le tout sur un rythme effréné qui interdit la moindre conscientisation de bon sens, le futur modèle socio-économique à définir devra en quelque sorte rationaliser humainement les comportements utiles à travers l'analyse minutaire, afin de définir et faire sans cesse évoluer la base matérielle et sociale nécessaire de la garantie citoyenne universelle, à laquelle chacun a droit par naissance, non sans exonérer d'autant le cours libéré de l'histoire à venir, de toute exploitation vitale illégitime, et dans l'optique de procurer à chacun un authentique libre choix de vie sur au moins la moitié de son existence quotidienne ou hebdomadaire, entre autres périodicités possibles. Le tourbillon accélérateur du cercle vicieux qui nous enferme est si pervers qu'une simple minutée de réflexion semble manquer pour se poser les questions essentielles du moment. Comment se fait-il qu'après tant de progrès techniques et une telle progression de la productivité du travail, en particulier depuis le début de la révolution industrielle, nos contemporains soient encore obligés de trimer près de 40 heures par semaine dans des conditions aussi stressantes que contraignantes, et pour des rémunérations la plupart du temps jugées insuffisantes, sans avoir les moyens de profiter d'un temps libre bien mérité? À quoi sert-il de produire toujours plus d'objets de confort matériel si l'on n'a jamais le temps d'en profiter, sachant que tout ce qui ne sert pas dessert via la pollution de l'encombrement? Est-il cohérent qu'une population active en proportion décroissante soit toujours plus harassée par le challenge productiviste du management à l'anglo-saxonne, alors qu'un nombre croissant de citoyens laissés pour compte sont condamnés au chômage ou à la précarisation? Quelle logique peut intellectuellement soutenir la mondialisation face à l'actuelle catastrophe écologique dérivant de ces folles pratiques, sans même mentionner les tensions socio-économiques et politiques gravissimes qui en découlent? À vrai dire, l'exacerbation du principe historique et spontané de l'accumulation matérielle et financière induit depuis déjà longtemps une antilogique touchant à l'absurdité contradictoire la plus flagrante, tandis que le personnel politique sélectionné, sinon autoproclamé des fausses démocraties électorales, se couche platement devant les exigences sans limite des financiers et autres actionnaires multinationaux. Il en résulte une quasi-interdiction du temps libre dans son sens le plus noble, en réduisant cette respiration vitale à l'obligation de surconsommer des produits de plus en plus inutiles, tandis que toutes les dimensions un tant soit peu sociales et humaines se délitent via la prescription omniprésente de l'individualisme concurrentiel. Historiquement parlant, les pays les plus développés du XXe siècle étaient sur le point de franchir le cap prometteur d'une société post-industrielle ou société du temps libre, dans une cohérence relative des 4 dimensions de leur pyramide sociétale, lorsque les dominants multinationaux, atteignant une masse critique déjà supérieure à bien des pays ou nations, ont imposé leurs lois du plus fort à des politiciens trop faciles à convaincre ou corrompre, instaurant ainsi la déréglementation commerciale pour profiter des travailleurs esclavagisés des pays les plus pauvres dans une quête de surprofit et de spéculation aux dépens de l'humanité. Le temps libre des plus chanceux en fut aussitôt remis en cause par la nécessité totalement artificielle de surtravailler pour rester compétitifs, tandis que d'innombrables autres citoyens furent condamnés à l'abandon sociétal via le temps creux, pour ne pas dire le temps mort, de la dépendance ou du chômage. Il n'en reste pas moins que la noble quête du temps libre, en tant que mieux-être à la fois individuel et collectif, vécu en partage sur une échelle humaine et donc locale, reste programmée dans le logiciel de tous les terriens à travers l'embryon de tempérance qui nous définit comme des êtres humains en cours d'accomplissement. Ce qui signifie que l'accession à l'équilibre nécessaire entre temps travaillé et temps libre n'est qu'une question d'évolution prochaine.
De fait, les nouvelles puissances économiques, boostées par l'actuelle logique mondialiste, semblent rattraper le temps perdu sur un rythme de développement aussi prodigieux que prometteur, puisqu'aussitôt tous les peuples concernés commencent à réclamer leur part du gâteau et faire valoir des droits sociaux et politiques dont le besoin universel est déjà patent. En même temps que les misères symétriques de la pauvreté et de la surconsommation, dont l'injustice et l'inanité respectives ne peuvent que choquer tout esprit honnête, la période historique actuelle démontre le besoin urgent de dépasser enfin les clivages apparents résultant de la désintégration programmée de nos sociétés inhumaines. Mieux encore, chacun peut constater que l'universalité géographique de cette exigence d'équité socio-économique et démocratique profite opportunément du réseau Internet pour faciliter une prise de conscience accélérée, ce qui laisse espérer pour bientôt la juste construction sociétale nécessaire à la paix. Car en dépit des divisions et des concurrences entretenues par la plupart des pouvoirs sous n'importe quel prétexte idéologique, politique ou religieux, la soif de profit par géodifférenciation des actionnaires et financiers les plus opportunistes ne fait qu'accélérer la coagulation de tous les enjeux mondiaux ainsi que la défiance croissante des citoyens consommateurs vis-à-vis de leurs dirigeants. D'où la nécessité vitale de rechercher, par le biais de ces réflexions, les conditions objectives d'un nouvel équilibrage enfin durable, écolocalement maîtrisé, couvrant les 4 dimensions sociétales indispensables et respectant les besoins les plus universels, ce qui, sur le plan vécu du quotidien de chacun, devrait enfin promouvoir l'autonomie de choix que suppose le temps libre. Ce dernier n'est pas un luxe réservé à une minorité de privilégiés, mais représente le couronnement de tout travail individuel et collectif, le repos bien mérité qui succède à l'effort de chacun et surtout la mutation des fruits d'une croissance équilibrée en progrès humain authentique via quelque activité librement choisie, sans attendre une incertaine retraite. 7. Du temps libre au temps librement travaillé. Dès lors que les progrès techniques autoriseront la jouissance du temps libre dans une proportion significative et croissante par le biais d'une meilleure organisation socio-économique, cette liberté changera de nature pour dépasser le seul cadre de la détente nécessaire ou du simple loisir, en permettant aux citoyens les plus créatifs de développer leurs dons et autres passions via la renaissance des activités artisanales à vocation locale ou régionale, tandis que bien d'autres pourront proposer leurs compétences à des employeurs rendus vertueux par l'impossibilité d'empiéter sur la dimension vitale constitutionnellement garantie. Or, il est déjà certain que les prochaines études économiques confirmeront la possibilité de dégager au moins 50% de temps libre s'agissant de tout pays ayant dépassé les contraintes de la survie, et ce, en tenant compte de ce que chaque peuple considère comme le minimum vital décent. Du moins, est-ce là le challenge de la suite des présentes réflexions. La qualité du temps libre, tout autant que sa quantité disponible, mesure donc la réussite ou l'échec de toute réalité sociétale et permet d'évaluer la pertinence des ressorts idéologiques et philosophiques qui la sous-tendent, ce qui ne plaide en rien pour la logique néolibérale, au regard de la situation mondiale actuelle. En interdisant par principe un minimum d'équité via l'autorégulation morale des meneurs vis-à-vis des suiveurs, la croissance spontanée résultant du libre-échange le plus débridé induit simultanément les gaspillages et la pauvreté, alors que depuis fort longtemps, les potentialités matérielles du progrès technique permettraient de couvrir tous les besoins vitaux de l'humanité, avec en prime la libération optionnelle de la moitié du temps de vie de chaque éco-citoyen. Ce que certains, chaque jour de plus en plus nombreux, appellent décroissance, n'est que l'expression du besoin de retrouver un juste équilibre entre le temps et l'argent, ou plus précisément, temps travaillé, argent et temps libre, ce qui suppose d'assurer la parité entre l'équité et la différenciation, le social et l'économique, ou l'égalité citoyenne et la liberté individuelle. Comme déjà précisé au cours du premier livre des Tempérants, la démocratie locale sera à même de procurer à tous les citoyens une égale liberté de choix des dites priorités sociales pour jouir d'une même garantie matérielle minimale via une égale participation minutaire, tandis que, par ailleurs, les conditions pratiques d'une vraie liberté positivement progressiste seront rendues compatibles avec une paix sociale aussi équitable que pérenne.
Bien au-delà du sens étriqué de progrès technique et matériel, la croissance n'est souhaitable qu'en tant que vecteur d'évolution sociale et humaine via le partage optimal de ses fruits, tandis que l'équilibre qui en découle a dès lors toutes les chances d'être respectueux de l'environnement et de ses inestimables ressources, prouvant à quel point écologie et société sont les deux faces d'une seule et même médaille. Le pari soutenu par ces réflexions réside dans l'affirmation que cet objectif d'équilibre sociétal est matériellement réalisable grâce à la disparition de la rareté via la productivité accrue qu'autorise le progrès technique, socialement indispensable pour assurer la paix grâce à une justice minimale démocratiquement définie, et surtout écologiquement urgentissime pour la survie de notre planète si fragile. En permettant de tout relier sur la base du temps vécu, l'analyse minutaire aidera à déterminer objectivement les tenants et aboutissants de cette nouvelle équation, tant il est indispensable de pouvoir mesurer la réalité concrète sans jamais la réduire, afin de définir et faire évoluer le palier vital et universel correspondant à la garantie citoyenne, en tant que dimension socio-économique des droits et devoirs de tout citoyen responsable et condition première de la justice et de la paix. Février 2020.